Donc, je m'appelle Isabelle Claire, je suis sociologue au CNRS, chercheuse. Et donc, j'ai été invitée parce que je travaille sur l'expérience de l'amour, alors à la fin de l'adolescence, donc un peu avant l'âge des protagonistes du film. Et j'ai réalisé notamment pendant 18 ans une enquête sur ce sujet avec des terrains ethnographiques contrastés, c'est-à-dire le premier au début des années 2000, pendant 3 ans, était dans des cités d'habitat social de banlieue parisienne, donc ça ressemblait en grande partie à la vie, aux vies, puisque justement elles ne sont pas toutes pareilles, qui sont montrées dans le film, mais un petit peu avant, donc un peu plus tôt, plutôt entre 15 et 20 ans. Et ensuite j'ai fait un deuxième terrain, toujours pour comprendre l'expérience de l'amour, et en particulier de l'amour dans un cadre hétérosexuel, toujours dans les classes populaires, mais cette fois en milieu rural, dans la Sarthe. Donc là, j'ai fait un terrain pendant 3 ans et demi, et puis j'ai fait un dernier terrain, c'est comme ça qu'on en dit en sociologie, quand on fait de l'ethnographie. J'ai fait un dernier terrain pendant près de 4 ans dans la bourgeoisie parisienne, autour des Batignolles, voilà. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions, on peut prendre des questions, sinon moi j'en avais quelques-unes. Non? Oui? Oui, je vous laisse le temps de réfléchir un peu après le film. C'est vrai qu'on s'en pose, parfois il faut du temps pour que ça décompte un peu. Moi, je voulais vous poser des questions sur, déjà, est-ce que vous, ça fait écho à certains vétérans, justement, le fait d'être un homme en banlieue, de penser la tendresse, de penser l'amour en tant que jeune homme et en tant que personne vivant, pas forcément dans une grande ville, en périphérie d'une grande ville, même, voilà. Enfin, comment ça fait quoi votre âge? Je voudrais pas vous faire tomber, c'est dommage. Les échos, ils sont très nombreux. Ils sont nombreux d'abord parce que la réalité de ces hommes ressemble en effet à la réalité de pas mal de garçons que j'ai pu rencontrer. Donc moi, j'enquête auprès des filles et auprès des garçons, pas seulement des garçons. Et ce qui ressort, enfin eux-mêmes ont un propos en partie sociologique sur leur propre vie, c'est qu'ils mettent en lien en fait les contraintes qui sont pas les mêmes d'ailleurs pour tous, et ça s'entend à leur façon de parler. On n'a pas les informations là-dessus parce que c'est pas l'angle, c'est pas la façon de travailler la Diop, mais c'est clair que de mon point de vue, les deux derniers hommes ont probablement une scolarité plus longue, ont un rapport au langage qui est différent et ont une meilleure image d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose, elle pose une question importante à un moment donné, c'est est-ce que tu penses que tu es aimable? Elle demande ça, je crois, au deuxième, et qui dit non, et qui après se reprend, parce que évidemment c'est une question, c'est un peu compliqué de dire de soi-même qu'on n'est pas aimable, sauf que je trouve que ce que donnent à voir les deux premiers témoignages, c'est une contrainte sociale très forte et un très manque de valeurs sociales, quand on est un crasseux, on couche avec une crasseuse, et là il n'y a pas d'image possible en fait, elle a des images uniquement pour les deux, j'ai trouvé le dispositif cinématographique hyper intéressant, parce qu'en fait elle ne peut montrer comme une ethnographe ne peut voir en fait que soit l'amour, donc les évocations de sexualité, mais en fait qui sont dans un récit sentimental, ça c'est visible. Par contre, on n'accède pas ni à la sexualité, sinon c'est de la pornographie en fait. Enfin, qu'on soit sociologue, c'est un regard pornographe, ou cinéaste, c'est un film pornographique. Enfin, si on est juste dans une sexualité explicite qui n'est pas sentimentalisée, c'est comme ça que c'est codé socialement. Et puis on n'assiste pas non plus à la rencontre. Donc j'ai trouvé intéressant en fait que les discours sur l'intimité soient pas du tout, qu'il n'y ait pas d'image sur l'intimité à part pour le dernier cas. Et ce qui ressort beaucoup, c'est cette opposition, ces deux figures sexuelles repoussoires qui structurent la vie amoureuse à la fin de l'adolescence très fortement, et pas seulement dans les banlieues, en fait, aussi en milieu rural et aussi dans la bourgeoisie parisienne. C'est que les garçons doivent montrer qu'ils sont des vrais garçons, des hommes en devenir, qui sont virils, comme le premier le disait de façon très explicite, qui sont pas des PD, et que être un PD, c'est pas qu'une histoire de sexualité, de préférence sexuelle, ce que dit très bien le deuxième, c'est une histoire de virilité, ce qui est pas exactement la même chose.
Voilà, et que pour les filles, la figure repoussoir sexuelle, c'est la pute, et qu'une pute, ça n'a pas de valeur. Et donc un garçon qui se considère comme ou un homme, un jeune homme qui se considère comme un crasseux, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de bien matériel, qui a un horizon probablement assez étroit, se autorise pas autre chose que la possibilité. En fait, on ne sait pas, les filles, à un moment donné, elle dit est-ce que tu peux être avec des filles d'un autre profil, mais en fait, on ne sait pas quel profil elles ont. C'est peut-être des filles aussi qui s'accordent pas beaucoup de valeur et ça dit pas grand-chose de leur sexualité, de leur rapport aux sentiments. Voilà, ça dit plus des choses sur la valeur sociale des gens. Et puis un dernier truc, mais il y a tellement de choses, les échos, là c'était un peu large comme question, mais au sens, c'est pas un reproche, mais je veux dire, il y a tellement de trucs. Il y a aussi ce que dit très bien le deuxième, c'est il y a le manque de valeur, donc la pauvreté, éventuellement l'expérience de racisme, enfin plein de choses qui font qu'on s'aime pas beaucoup soi-même, ou qu'en tout cas c'est plus compliqué que quand on est dans les privilèges sociaux. Et puis il y a aussi le fait que on est souvent voué, alors pas toujours, parce que je pense que c'est pas le cas notamment du dernier, à des filières scolaires qui sont entre mecs et les filles entre filles, notamment dans les filières professionnelles ou technologiques, qui sont encore plus séparées que dans l'enseignement général entre les filières scientifiques et les filières littéraires, qui sont déjà elles-mêmes pas mal séparées, mais là qui le sont vraiment de manière beaucoup plus forte. Et donc il y a aussi, alors que toute l'enfance déjà, les filles et les garçons vivent un peu dans deux mondes parallèles quand même, y compris quand on a des frères et des sœurs. On n'a pas les mêmes jeux, on n'a pas les mêmes goûts, on s'habille pas pareil, on ne doit pas aimer les mêmes choses, on ne doit pas trop se côtoyer. Mais là, ces jeunes hommes sont rentrés dans l'adolescence à un âge où ils sont censés désirer l'autre sexe, c'est ça qui est attendu d'eux pour prouver qu'ils sont des vrais mecs, et ils sont dans des filières où il n'y a que des garçons, et quelques filles qui sont des garçons manqués, donc qui ne sont pas des objets de désir convenables, et enfin on voit bien, hein, ça ne les intéresse pas. Et donc voilà, ça ferme en fait un peu plus à chaque... Oui, merci beaucoup. Je sais pas, s'il n'y a toujours pas de questions, je continue. Non? Si je vous laisse un peu le temps. Oui. Je sais pas si ça va assez loin, c'est intéressant de savoir que vous avez fait 3 terrains et est-ce que je réagis par rapport à ce que le premier homme disait sur le fait que les Africains, les parents africains ne montraient pas leur amour et que les Blancs montraient leur amour. Moi je suis pas sûre que ce soit vrai dans ma famille. Mais et en fait, ce terrain Batignolles, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors ça, c'est une chose intéressante, c'est que les gens, quand ils racontent leur propre existence, en fait, font souvent de la sociologie spontanée, et c'est une façon aussi de pas se sentir tout seul, de monter un peu en généralité. Et donc voilà, en fait, et d'ailleurs il est ambivalent quand il parle de ça, parce qu'à la fois il dit nous les Africains c'est comme ça, les Blancs c'est autrement, puis il dit enfin en tout cas chez moi c'est comme ça, parce qu'en fait y compris chez les Africains en fait il y a une pluralité de situations, ça dépend de plein de choses en fait. Alors il y a des choses qui ont à voir avec les interdits religieux, il en parle, il y a quelque chose qui a à voir avec aussi sur quoi sont fondés les couples des parents. C'est pas la même chose d'être en couple sur fond de mariage arrangé ou de mariage d'amour. On peut aussi être dans une union qui n'est pas arrangée, qui n'est pas de l'amour non plus, et donc ça peut tout à fait arriver aux Blancs aussi, pour qui le mariage arrangé est un peu plus ancien que pour certaines, mais ça dépend des gens. Pour ce qui est des Africains, comme il dit, en fait c'est très hétérogène, mais en tout cas, ce qu'il dit, je pense, qui est très important, c'est que, en effet, la façon dont on a soi-même été élevé et la façon dont on a vu l'amour en acte dans ses liens familiaux, mais aussi, puisqu'on est dans un cinéma, au cinéma, enfin, on sait que la représentation, par exemple, de l'homosexualité masculine sur écran, un peu moins d'homosexualité entre femmes, mais les façons, en fait, dont tout ce qui est un peu transgressif, qui n'est pas dans l'environnement immédiat, qui n'est pas jugé comme convenable, si on ne le voit pas, et a fortiori si on ne le voit pas dans son espace de proximité, ben, du coup c'est encore plus mystérieux. Or,
l'amour, la sexualité génitale, c'est de toute façon une énigme, puisqu'il y a très peu de... Alors l'amour, il y a plein de choses. Il y a plein de mots sur, sur l'idéal amoureux, il y a beaucoup d'injonctions, beaucoup d'attentes, beaucoup de normes. Il y a assez peu de choses sur comment on fait. Et ça, c'est une chose aussi qu'ils disent beaucoup et que moi j'ai retrouvé beaucoup dans mes enquêtes, c'est que l'amour, la sexualité, c'est réputé être naturel, c'est de la pulsion, c'est... Voilà. Ce qui fait que quand on n'y arrive pas, on se sent vraiment nul, quoi, parce qu'on se dit, bon, bah, ça devrait sortir tout seul, quoi, alors qu'en réalité, c'est hyper codifié, que pour rencontrer des gens, bah, déjà, si on est dans une filière bâtiment, par exemple, comme c'était le cas de plein de jeunes de mon deuxième terrain en milieu rural, bah, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, en fait, il y a... cette représentation quoi de la nature, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle, et que il y aurait des endroits où elle serait plus libre que d'autres. Alors c'est vrai en partie, mais c'est pas qu'une histoire de couleur, même si la couleur fait des choses aussi, hein, mais plus du côté de, je crois, de ce que je disais au début, de la valeur éventuellement qu'on soit accordé ou pas. Et ça, dans notre société, c'est clair que la ligne de couleur, elle existe, quoi, sur la façon dont... Et puis après, il y a évidemment, bien sûr, des familles dans lesquelles les affects sont plus ou moins montrés et la sexualité plus ou moins dite ou tabou. Mais en effet, elle n'est pas tabou que dans les familles africaines, comme il le dit, alors vraiment loin de là. C'est aussi une représentation qu'il a... Je suis en train de lire un livre de Bell Hooks qui est à propos d'amour, et elle dit qu'en fait il faut apprendre à aimer et à recevoir de l'amour, et que justement on est en tant que les parents ne savent pas toujours comment faire ça. C'est sûr. Oui. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y aura pas de micro si c'est trop long. Bonsoir. En fait, moi j'avais deux questions, mais je ne sais pas si j'en choisis une des deux, ou si je peux poser les deux. Je sais pas, les deux. Les deux. Ok, ça marche. Ma première question, c'est donc là dans ce documentaire, on voit le regard des garçons. Donc je voulais savoir quel était le regard des filles, notamment dans les quartiers populaires, à la fois sur elles-mêmes et sur les garçons. Donc avoir un peu l'envers, enfin vous, de vos enquêtes, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, enfin je ne sais plus exactement les dates de vos enquêtes, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu dans l'idée générale, dans l'air du temps, le fait qu'il y a quand même une évolution dans le rapport des jeunes à la sexualité, et notamment aux sexualités queer, LGBT. Et je pense à un sondage qui est sorti, je crois, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas la méthode, je ne sais plus c'est quel institut, mais qui disait que 20% des... je ne sais pas si vous voyez de quel sondage je fais allusion, mais à peu près 20% des jeunes, je ne sais plus vraiment la tranche d'âge, mais avant 20 ans, je crois par là, se disent maintenant LGBT+. Et donc voilà, je voulais savoir si vous avez une vision un peu plus... si vous percevez une évolution dans le rapport à la sexualité ces dernières années, et notamment depuis MeToo, des choses. Et ça, c'était... Ah oui, les filles, et ça, oui, pardon. J'ai fait chaud, j'ai fatigué. Oui, il y a bien deux questions. Alors, les filles, en effet, là, on les voit... Enfin, on en voit une un tout petit peu à la fin, et qui lui est demandé de préparer la cuisine, donc pas juste de réchauffer un plat. Donc ça dit des choses aussi sur... aussi donc le plus lover de tous et la façon dont ils se représentent aussi ça. Bon, on voit bien qu'il n'y a pas que ça dans leur relation, mais ça, c'était drôle que la seule fille qui arrive dans le... Enfin, c'était pas drôle, mais qui arrive dans le film se retrouve avec une tâche domestique à faire. Donc ça fait partie des choses en fait qui incombent aux filles, et d'ailleurs qui incombent aux filles alors avec des variations sociales, mais aussi dans la famille, pas seulement dans leur couple avec leurs copains, ça fait partie. Et là, pour le coup, le modèle des parents, ça compte aussi pas mal sur la façon dont ces choses-là sont organisées. Alors, les filles, enfin, c'est toujours compliqué de parler en général. Donc, pour ce qui est des filles de cité que moi j'avais rencontrées donc au début des années 2000, ça date. Elles étaient, ce qui est difficile pour elles, enfin pour rester dans la difficulté, parce que c'est quand même un film sur la difficulté, donc il n'y a pas que de la difficulté, mais après les sociologues sont un peu comme les documentaristes, ils vont quand même plutôt essayer de comprendre ce qui fait crise, ce qui pose problème, voilà. Ce qui mérite un peu d'explication, enfin d'analyse, voilà.
Et donc les filles de cité par rapport à toutes les autres filles que j'ai pu rencontrer, ce qui est, je pense, une des choses les plus compliquées pour elles, c'est qu'elles sont dans un devoir de loyauté vis-à-vis de des garçons de leur milieu social. C'est-à-dire que dans tous les milieux où j'ai enquêté, quand même un garçon c'est toujours un peu plus. Ils ont un peu plus de valeur, ils gagnent un peu plus d'argent, ils en ont toujours... Enfin voilà. Alors ça peut être compliqué d'être un garçon, hein, je ne veux pas caricaturer, c'est dur hein, en quelques minutes de dire des trucs comme ça, mais il y a des rapports de domination assez forts quand même entre filles et garçons, voilà, et puis aussi entre garçons, et puis aussi entre filles. Mais les filles de la bourgeoisie, par exemple, qui ont quand même une idée d'elles-mêmes, voilà, de valeur, qui ont une valeur sociale, qui ont des modèles de féminité, des mères qui travaillent, mais qui ont aussi des loisirs, qui ont de l'argent, pour qui la réussite sociale n'est pas une question. Enfin, elles savent que ça va, voilà. Sont beaucoup plus critiques à l'égard des garçons. Alors elles ne sont pas que critiques en fait, hein, elles sont aussi quand même prises dans des trucs qui ne sont pas du tout que de l'ordre de la critique. Et c'est une critique qui peut être reliée un peu au féminisme, parce qu'en effet depuis 2017, voilà, il y a un revival féministe fort qui fait que c'est plus seulement un truc de dames à cheveux courts qui disaient des trucs dans les années 70, c'est redevenu quelque chose de positif, voire d'un peu pop, de sexy, de cool, ce qui est super, hein, enfin moi je suis pour. Mais du coup ça a des effets, évidemment elles sont... Alors moi les filles que j'ai rencontrées n'étaient pas particulièrement politisées, mais comme vous l'avez très bien dit, c'est dans l'air quand même, c'est là. C'est particulièrement valorisé dans le milieu social où j'ai fait mon dernier terrain, qui est cet endroit de la bourgeoisie qu'on appelle en sociaux la bourgeoisie culturelle, c'est-à-dire la bourgeoisie donc qui a de l'argent, ça c'est le principe de la bourgeoisie, quelle qu'elle soit, mais qui a aussi beaucoup de diplômes, qui aime beaucoup les avant-gardes culturelles, qui aime beaucoup aller au cinéma, qui est à distance souvent de la religion, alors que la bourgeoisie économique est plus dans le 16e, pour la situer dans Paris, est plus catholique, et a des diplômes, mais a surtout beaucoup d'argent, et a souvent des normes de genre et de sexualité qui sont pas tout à fait les mêmes que... Voilà, ça c'est pour encore repréciser les choses. Et donc les filles de ce milieu social-là, elles avaient une forme de... Voilà, la loyauté aux garçons, c'est jusqu'à un certain point. Alors que les filles dans les cités de banlieue, elles peuvent les critiquer, hein, surtout dans l'entretien sociologique, et en plus avec une femme, il y avait quelque chose qui était possible. Et en même temps, et en plus, j'ai fait mon terrain au début des années 2000, qui était un des pics, il y en a régulièrement, mais qui était un des pics un pic dans le débat public de racisme à l'égard des garçons au motif de leur sexualité. C'était un moment de très forte médiatisation de ce qu'on appelait à l'époque les tournantes, donc des viols collectifs qui étaient spécifiques à ces jeunes-là. Et d'ailleurs, à l'époque, MeToo nous a fait découvrir que les violences sexuelles concernaient toutes les jeunes femmes. Mais au début des années 2000, non, ça concernait que les filles de cité. Donc, il y a toujours, en fait, de diverses manières, la sexualité des hommes qui ont à voir avec les anciennes colonies est un thème très récurrent. C'était le cas pendant la colonisation, ça reste le cas dans la société française et en métropole actuellement. C'est un motif de domination sociale et les filles le savent. Et le fait de sauver la face en fait de leur partenaire, qui est aussi une façon de se sauver leur propre face, enfin c'est bizarre de dire comme ça, mais de se récupérer socialement, c'est très important. Alors face à une sociologue blanche particulièrement, mais d'une manière générale en fait, y compris dans leurs relations. Miner ces garçons-là qui sont déjà... alors en particulier, on le voit là, les deux premiers, on voit bien que leur vie, et d'ailleurs elle le filme très bien, quoi, les moments de café où il se passe rien en fait, il n'y a même pas de discussion, c'est l'ennui en fait. Donc ces filles-là le savent et voilà, ça c'est une chose qui les caractérise un peu en propre, parce que sinon pour le reste... elles sont beaucoup prises par la figure de la pute, mais en fait dans la Sarthe aussi, et dans la bourgeoisie culturelle de façon un peu différente, mais aussi en fait, c'est-à-dire que elles doivent pas prendre l'initiative sexuelle, elles doivent aimer, il faut aimer les garçons, c'est très important pour faire du sexe avec eux. Voilà, donc elles doivent être dans la réponse, elles doivent pas prendre les mecs, considérer les mecs comme des objets. Donc voilà, ces choses-là sont des choses qui sont récurrentes dans tous les milieux sociaux, mais voilà, ça c'est peut-être une spécificité.
Et donc la deuxième question, ça y est. Non, j'ai bien entendu qu'il y en avait une deuxième, et là je l'ai plus du tout. Ah, le sondage. Ouais, alors je connais pas ce sondage, et je pense que donc voilà. Mais je pense qu'en effet, il y a des choses qui bougent. On le voit de diverses manières. Alors, c'est aussi une caractéristique quand même des sondeurs, d'une partie des médias et de la classe politique, que de faire quand même de profils sociaux qui sont en fait des profils hyper minoritaires et qui le demeurent. Alors, pas exactement dans les mêmes proportions qu'avant, ça c'est sûr. D'en faire voilà, quelque chose. Alors, la sexualité, c'est le fantasme autour de la sexualité, c'est la révolution sexuelle. Donc il y a des révolutions sexuelles tout le temps. Il y en a eu une en 68. Bon, finalement, les historiens ont montré que pas tant que ça. C'était plus une révolution sexuelle pour certains hommes et pas pour tous et pas pour beaucoup de femmes. Il y a la révolution sexuelle, c'est vraiment le motif. Donc il y a tout le temps de la révolution, ce qui crée de la panique morale, ce qui permet de justifier le backlash, parce que on n'est plus tout à fait en 2017, malgré tout. Et en même temps, c'est vrai que, par exemple, voilà, le queer, qui est donc un mouvement politique et en partie aussi intellectuel, qui est né dans les années 90, enfin qui vraiment est apparu dans les années 90 aux États-Unis et qui s'est importé de diverses manières et qui est plus présent en France depuis. Alors, il y a 20 ans, c'était assez confidentiel, et puis 10 ans, et puis de moins en moins. Enfin, de plus en plus massivement, les réseaux sociaux permettant aussi la diffusion de sous-cultures, etc. C'est quelque chose qui change les choses, mais qui change les choses beaucoup pour les jeunes, par exemple, de mon dernier terrain. Enfin, il y a des personnes queer partout, mais voilà, c'est plus ou moins visible parce que c'est plus ou moins valorisé, en fait, selon les lieux où on vit. Et ce que j'ai repéré, enfin, donc, une des choses de la bourgeoisie culturelle, c'est d'adorer les avant-gardes culturelles. C'est quelque chose de... donc, quel que soit le rapport au queer, le queer, c'est pas que de la culture, hein, c'est les personnes qui se sentent dissidentes sexuelles, qui se sentent enfermées dans un genre féminin ou masculin. Ça peut être une grande souffrance. C'est le cas... il y a un queer, en fait, hein, dans le film, mais qui se revendique pas de ça. Mais voilà, le seul fait d'être homosexuel, c'est déjà d'être attiré par les hommes, de pas pouvoir le vivre, de devoir mentir là-dessus. Bon, bah voilà, c'est exactement ça la queerness. Et d'autres, voilà, il y a plusieurs possibilités, sauf qu'il y a des lieux sociaux où c'est valorisé. Parce que c'est valorisé notamment culturellement, et c'est un répertoire de mise en scène de soi qui est possible, bon, qui est valorisé avec des risques hein, quand même, parce que c'est jamais complètement... c'est vraiment des microcosmes en réalité. C'est pour ça que les 20%, j'y crois pas, mais peut-être j'ai tort, mais non, je n'y crois pas. Par contre, je pense que 20%, ça dit quelque chose des représentations sociales autour de ça. Et moi, je le vois... pour avoir sorti un bouquin sur ces questions-là qui revient sur la totalité de mon enquête, le principal réception donc par les journalistes qui appartiennent en fait aux gens de mon dernier terrain, enfin qui sont là au même milieu social, c'est la surprise. Comment ça? Mais les jeunes sont pas tous non-binaires, mais on croyait que le consentement en fait c'était partout, donc je leur dis bah quand même on sait qu'il y a encore des viols, enfin tout n'a pas disparu, puis qu'en fait les gens sont plutôt dans la norme d'une manière générale et que voilà en fait la transgression ou la subversion ça reste alors évidemment hein, c'est pas la même chose que dans les années 50, c'est pas exactement la même chose dans une cité d'habitat social et au Batignolles, c'est voilà, il y a des différences, mais 20% ça me paraît gros. J'aimerais bien à titre personnel. Ça me dérangerait pas pour que ce soit bien clair, hein, mais je suis pas. Sylvie, je peux parler bonsoir tout le monde. Et j'ai une question en fait dans ce film, on ne voit pas du tout l'aspect avec les applications de rencontres. Et je voulais savoir si, que ce soit sur votre terrain ou même on va dire en général, est-ce qu'elles ont vraiment une part importante? Parce que je vois dans mon entourage, du coup j'ai 23 ans, et on en parle tout le temps. Enfin, c'est vraiment la base. Et dans le film, on parle, le deuxième je crois parle du fait que les rencontres se font souvent en sorte de soirée, etc. Et on parle vraiment jamais de ça. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment un si gros décalage ou est-ce que ça a vraiment une part importante dans ces périodes-ci? Oui. Alors les applis de rencontre,
c'est devenu une dimension très importante évidemment de la rencontre sexuelle, mais plutôt après 20 ans. Enfin, ça peut commencer un peu avant, hein, mais donc en l'occurrence, moi, les jeunes que j'ai rencontrés, donc là je parle des hétéros, parce que c'est très différent quand on n'est pas hétéro justement. Mais pour les hétéros, entre 15 et 20 ans, la majorité, enfin les rencontres se font en fait in real life, y compris si elles peuvent se continuer ensuite par messagerie instantanée, éventuellement sur Insta, etc. Mais la rencontre en elle-même, c'est l'école, les fêtes du samedi soir, voilà. C'est quand même ça le cadre principal de la rencontre. Alors pour les garçons, sur mon dernier terrain, il y avait des garçons gays qui pour certains étaient en couple ou pas, mais qui en tout cas, eux, faisaient des rencontres sexuelles sur les applications, parce que pour les garçons, en tout cas sur mon terrain, la rencontre sexuelle dans une fête et le fait de s'afficher avec un garçon dans la cour du lycée, quand bien même ils étaient dans un environnement gay-friendly, voilà, où c'était pas possible en fait. Donc contrairement aux hommes adultes, pour qui la conjugalité peut être une façon pour les hommes gays de se normaliser socialement, pour les jeunes à l'adolescence, souvent ils sortaient avec des filles au collège pour brouiller les pistes, comme ils disaient. Et puis après, selon les filières qu'ils avaient, alors en particulier en filière littéraire, ils pouvaient plus, et s'ils étaient voués à des études plus voilà, artistiques, etc., ils pouvaient affirmer, ça pouvait même être un peu cool. Mais attention, hein, dans certaines limites quand même, jusqu'à un certain point, mais ils pouvaient afficher voilà, une remise en question des codes vestimentaires hétéros, etc. Par contre, être en couple, voilà, ça c'était pas possible. Et donc la rencontre sexuelle se faisait par appli, mais c'est les seuls. Pour les filles, c'était différent. Parce qu'elles pouvaient être en couple avec des filles dans l'enceinte du lycée, là uniquement sur mon dernier terrain à Paris. Tant que ça durait pas trop longtemps et que surtout elles disaient pas qu'elles étaient lesbiennes. Jamais. Elle n'était pas forcément, enfin je veux dire, elle se reconnaissait pas dans la catégorie, mais surtout, elle ne voulait pas adopter la catégorie parce qu'elle disait sinon il n'y a plus aucun garçon qui s'intéressera à moi. C'est un discours d'exclusion, alors qu'être gay, ça pouvait être une affirmation positive. Je m'éloigne des applis, hein, je me rends compte. Je me rends compte et j'essaie de me rapprocher et à chaque fois je pars. Mais donc voilà, pour les plus jeunes, c'est pas massif en fait. Alors ça va peut-être changer un peu, mais voilà, je pense qu'il y a une dimension et ça on le retrouve aussi, on commence à le voir, là, il y a des enquêtes quantitatives qui sont en train sur la sexualité, les échanges, on dit en sociologie affectivo-sexuelle, c'est magnifique. On voit que là il y a des changements, des choses majeures en fait qui sont, alors pas des révolutions parce que en fait des révolutions ça arrive assez peu, mais il y a des changements importants là dans la vingtaine. Entre 20 et 30 ans, particulièrement chez les gens qui font des études supérieures, mais pas seulement. Où là, on voit qu'il y a des choses qui changent dans les pratiques sexuelles, que les filles peuvent expérimenter plus de trucs, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, les couples entre filles aussi, etc. Mais à l'adolescence, le problème, c'est qu'il y a une dimension, enfin le problème, ce qui fait que les ados sont pas hyper subversifs, c'est l'apprentissage en fait. Enfin, c'est ce que disait, et en fait, c'est ce truc qu'il faut arriver à la fin de l'adolescence sans avoir loupé le coche. Et là, c'est un peu ce que dit le premier aussi, c'est que il a jamais eu d'histoire, donc en fait, il sait pas faire et il est coincé après parce qu'il se retrouve à un âge où il est censé faire. Et je pense que se jeter entre guillemets dans l'application, c'est-à-dire dans des formes d'abstraction plus fortes, quoi, de la relation, l'inconnu, c'est plus inhibiteur en fait à ces âges-là que plus tard. Mais on sait que voilà, c'est quand même différent. Il y a eu des enquêtes sur les filles lesbiennes de cité, par exemple, pour qui la rencontre justement dématérialisée est fondamentale en fait, pour ouvrir un autre espace possible de rencontre, parce que le quartier immédiat, c'est pas possible. Donc, et depuis assez longtemps en fait, avant même l'explosion des applis de rencontre. Je voulais vous faire une autre étude il s'agissait en fait de dire que les jeunes aujourd'hui étaient beaucoup moins portés à faire des rencontres sexuelles du fait qu'on a constaté une baisse de recours à l'IVG. Il n'était pas lié à l'accès aux contraceptifs et autres,
mais du fait qu'il y a une extinction du désir qui est généralisée dans les sociétés actuelles. Et je voulais vous poser une question à propos de, si votre avis en fait sur le livre des 22, sur la femme d'amour. Donc, est-ce que ça, c'est dans un monde où le désir et l'amour sont en train de s'éteindre de plus en plus? Donc en fait, ce documentaire témoigne de ça. Et d'une incapacité à désirer et d'une incapacité à aimer. Il me semble que c'est le destin de nos hommes. On le constate beaucoup de les gens. Je suis moi-même enseignant, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec vous. Je souris, mais c'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle. C'est la souris. Après, je peux être d'accord, mais en fait, il y avait une question aussi derrière. Comme en plus, c'est des réponses longues, il vaut mieux en poser deux, ça. Moi, c'était plus par rapport aux enjeux de savoir ce que vous avez observé par rapport à des relations en mixité sociale ou raciale. Je suppose que c'est pas la norme, mais est-ce que, s'il y en a, comment ça se présente? Est-ce qu'il y a des rapports de domination qui se mettent en place? Est-ce qu'il y a des choses qui sont propres à l'amour, ou est-ce qu'on est vraiment sur les mêmes rapports de force qu'on a dans la société? Alors, je sais qu'il y a un numéro du Point qui vient de... Je crois que c'est Le Point, qui vient de sortir un numéro sur le fait que les jeunes n'auraient plus de désir. Je pense que ça... Alors, c'est pas vraiment... Et les adultes. Alors là, eux, ils étaient sur les jeunes. Ce que montrent les enquêtes sur la sexualité, donc là, je suis sur les enquêtes sociologiques, non, la part de... Alors, ce qui est une des choses qui ressort dans le débat public, donc c'est un peu comme les 20% de queer, c'est le fait qu'il y ait une catégorie qui est dans l'air depuis quelque temps, la catégorie de l'asexualité, enfin L', asexualité, comme une nouvelle catégorie de... Enfin, nouvelle... En tout cas, dans le fait qu'elle puisse être revendiquée, que ce soit une catégorie politique en fait de pratiques sexuelles, de rapport à la sexualité, et qui ébranle beaucoup parce elle émane plus en termes, en tout cas de manière revendicative des plus jeunes générations. Et donc du coup, elle crée du trouble. Et comme les queers, enfin le trouble. Alors là, j'ai fait un seul, un jeu de mots, voilà, bon. Hop, c'est fait. Mais du trouble, de la panique, de la révolution, toujours. Il y a toujours de la révolution derrière la sexualité, des changements majeurs et beaucoup d'inquiétudes. Et ce que montrent les enquêtes sur la sexualité, c'est plutôt que voilà, il y a des tendances lourdes qui se reproduisent, c'est-à-dire que la sexualité des femmes s'arrête tôt. Pour la majorité d'entre elles, parce qu'il y a le veuvage, parce qu'il y a les douleurs, parce qu'il y a la dépression, parce que il y a l'impuissance des conjoints, enfin l'impuissance sexuelle, etc. Donc on sait qu'il y a des choses avec l'âge, par exemple, qui est en fait le principal frein à la sexualité, les maladies articulaires, enfin il y a beaucoup de choses sur la santé, puis la possibilité de rencontre. Le fait que l'écart d'âge entre hommes et femmes dans les couples, pour ce qui est des couples hétérosexuels, l'écart d'âge existe aussi dans les couples de même sexe, mais sur entre partenaires de sexe différents, la femme est très généralement, et c'est toujours le cas, même s'il y a des choses qui bougent un peu plus jeunes que l'homme, et en fait plus les rencontres ont lieu tard et plus l'écart d'âge grandit, ce qui en fait exclut de la pratique sexuelle une partie de la population. Donc ça, c'est des choses qu'on peut objectiver. Après, la question de la sexualité, donc L', ça c'est un phénomène nouveau, pas le fait de ne pas avoir de pratique sexuelle, parce qu'en fait l'abstinence ou le fait de ne pas avoir de désir ou de ne pas avoir envie ou des histoires traumatiques aussi de sexualité qui font que bon, la sexualité quand ça s'est mal passé au départ, on n'a pas forcément envie d'y revenir, enfin bref, ça c'est pas nouveau. Par contre, la revendication politique de la sexualité, donc toujours avec ce L', ça c'est quelque chose qui est très présent, et je pense que voilà. Par contre, ce qui aussi peut-être concourt à cette idée, c'est le fait que le couple soit très valorisé, alors qu'il a pu l'être un peu moins à certaines périodes historiques. Alors évidemment, les années 68 sont un moment de plus que de révolution sexuelle, en fait, de remise en cause de l'institution familiale, éventuellement du couple.
Mais voilà, on sait que peut-être plus que l'IVG, toute la période, les années SIDA ont eu un effet en fait aussi collectif de revalorisation du couple par la sexualité stabilisée, identifiée pour limiter les risques. En tout cas, ça a pu avoir un effet comme ça. Le fait que la baisse du mariage et l'augmentation du divorce a pu avoir des effets par réaction de renforcement du couple, y compris en dehors du mariage. Et puis, on l'a vu, toute les façons dont s'est repolitisée la sexualité au cours des 20 dernières années. Alors, il y a eu le mouvement queer, qui lui est pas trop branché couple, mais par contre le Pax, le mariage pour tous, ça a été en fait donc ça a été des conflits très forts, parce que le mariage pour tous c'est l'amour pour tous aussi, mais tout ça s'est fait beaucoup autour du couple, de la filiation, et donc ça a participé en fait sur un autre registre, mais à une revalorisation du couple. Et parfois je pense qu'une des choses qui fait un peu bizarre aux adultes que nous sommes par rapport au général. Alors, on n'est pas tous du même âge, mais que vous êtes, et alors moi encore pire, par rapport aux plus jeunes, c'est cette valorisation du couple qui peut paraître parfois un peu forte et qui se dit comme telle, qui se disent en couple, enfin pas tous, ils ne le sont pas tous, mais voilà. Donc je pense que c'est plus ça que... C'est mon interprétation, Et alors oui, les cas alors on appelle ça en sociologie de l'hétérogamie, c'est-à-dire quand on a les rencontres entre partenaires de milieux sociaux ou de milieux sociaux d'une manière générale différente. Donc la norme c'est l'homogamie, c'est-à-dire que, et ça c'est la norme pour tout le monde, c'est très très fort, c'est-à-dire la majorité des couples sont formés par des gens d'un même milieu social, donc soit ils ont les mêmes origines, la profession du père, et reste quand même un truc assez fort en fait pour comprendre. Alors on ne rencontre pas quelqu'un dont le père fait le même métier, c'est pas ça que je veux dire, mais qui appartient à la même catégorie. Sinon là vous allez dire juste n'importe quoi. Mais par contre qui appartiennent au même milieu social, et puis à minima le même milieu social d'arrivée, parce qu'une grosse part des rencontres se fait pendant les études, donc l'homogamie c'est vraiment voilà. Et donc moi quand on est très jeune, quand on est ado, on est encore plus dépendant de l'homogamie parce qu'on est plus proche en fait du cercle familial, le monde est plus petit, plus on vieillit. Alors le monde ça grandit pas beaucoup, par exemple pour le premier c'est un des autres problèmes qu'il a, en fait, je pense, que des problèmes de sexualité et d'amour, c'est que son monde reste tout petit, en fait. Et donc, pour rencontrer les gens, en fait, si on rencontre les gens dans le même milieu social que soi, c'est parce qu'il faut les rencontrer quelque part. Et donc, y compris sur les applications de rencontres, qui en plus sont souvent géolocalisées, donc voilà. Marie Bergström, par exemple, a montré ça, que la rencontre en ligne ne remet pas complètement, c'est pas non plus une révolution, ça fait des choses, mais ça ne remet pas complètement en cause cette homogamie. Et bref, j'ai quand même eu quelques cas d'hétérogamie, et c'était très intéressant, et souvent c'était des jeunes qui avaient des milieux sociaux relativement proches, mais par contre c'était une fille noire avec un garçon blanc, donc par exemple de la même cité ou de cités proches, ou alors j'ai un cas aussi, j'en ai plusieurs mais j'en ai pas beaucoup, et une fille de la bourgeoisie qui couche avec un Antillais rencontré sur le canal, etc. Bon. Ce qui apparaît beaucoup, c'est que en réalité tous les couples que j'ai observés quasiment se sont défaits à un moment ou à un autre, et ça c'est une caractéristique générale de la société actuelle. Ça fait un petit moment que ça dure, que la première personne avec qui on couche ou on a une relation amoureuse est très rarement le partenaire pour la vie. Donc tous les couples quasiment se sont défaits, mais par contre les couples qui sont hétérogames, c'est la raison pour laquelle les gens disent que ça s'est défait. C'est-à-dire c'est ce qui apparaît comme la principale raison pour laquelle ça n'a pas marché. Mais de toute façon, ça ne pouvait pas marcher parce que la religion, la famille, les habitudes, les goûts, etc. Donc ça pose problème en fait. Et ça ne pose pas que problème. D'une part parce que j'entendais un peu ça dans votre question, il y a des choses
qui ont évidemment à voir avec les codes sociaux, les contraintes sociales, tout ça qui sont hyper circonscrits selon les lieux où on vit. Puis il y a aussi des choses, on appartient quand même tous à la même société, et donc il y a des représentations communes sur ce que c'est que l'amour, ce que c'est qu'une rencontre sexuelle, comment ça fonctionne, etc. Donc il y a des choses, en fait, il y a un espace de rencontre quand même qui peut se faire là, et puis un attrait, y compris on peut avoir un désir particulièrement orienté par l'altérité sociale, la découverte d'un autre monde, ça peut aussi être un moteur de rencontre, de désir, etc. Donc voilà, il y a tout ça qui est possible et qui n'est pas complètement tributaire des rapports sociaux, enfin des inégalités entre les gens. Mais il y a aussi des effets de l'inégalité qui sont pas que de l'ordre de ça va pas marcher. Il y a aussi de la découverte. Donc beaucoup de choses que me disaient les jeunes qui avaient comme ça des relations différentes, c'était notamment pour ceux qui étaient celui ou celle du couple qui était le plus dominé socialement dans le reste de son existence, c'était qu'en étant en couple avec une autre personne, donc soit d'une classe sociale supérieure, soit d'un groupe de couleur majoritaire, etc., c'est que ça ouvrait des espaces en fait. Des espaces dans lesquels se balader, des espaces où aller, ça créait des audaces, ça créait des problèmes aussi parce qu'on pouvait se sentir mal dans ces espaces-là. Mais voilà, ça ouvrait des choses comme ça. Et une autre chose aussi qui m'est apparue fortement, qu'on voit un peu quand on étudie le tourisme sexuel, notamment des femmes, c'est les femmes qui, là par exemple les filles de la bourgeoisie de mon dernier terrain, qui avaient des relations, qui faisaient des rencontres, qui ont fait une ou deux rencontres sexuelles avec des garçons, donc soit qui n'étaient pas blancs, qui n'étaient pas du même milieu social, etc. C'était elles se sentaient vachement mieux. C'est-à-dire, c'était possible de ne pas être épilée, c'était possible de ne pas être parfaite, comme elles disent. C'était de toute façon, il n'y aurait pas de relation, parce que tu comprends, c'était pas possible. Hein, on n'était pas... Et du coup, c'était hyper cool. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand on interroge, par exemple, des femmes qui ont des expériences sexuelles en dehors de la France, avec des hommes qui peuvent être en fait des travailleurs du sexe, mais dans des pays de villégiature, en Amérique du Sud, enfin dans plein de pays. Et qui en fait, il y a même des études qui montrent une augmentation du plaisir sexuel, de la jouissance, de la possibilité de se lâcher en fait, parce que justement c'est des hommes qu'on domine par ailleurs, alors que justement avec les hommes de son propre milieu social, souvent c'est pas du déterminisme biologique, le social, mais quand même le rapport de domination structurelle fait que c'est plus compliqué. Voilà, pour répondre. Moi j'avais une question à vous poser parce que je me suis aussi posé la question d'inviter une sociologue alors qu'Alice Diop se dit un peu pas contre la démarche sociologique mais elle vous reproche certaines choses du moins. Notamment dans le... Je vous en ai parlé avant. Oui, que ce soit bien, je ne suis pas surprise. Je m'y attends. Ouais. Et donc, oui, dans le mode de recueil des données, et du rapport au terrain, et du rapport aux gens, du rapport à comment on monte en généralité quand on fait de la sociologie parfois, et qu'on veut établir des lois, des catégories, pour rendre le monde intelligible aussi, j'imagine. Voilà. Oui. Alors, comme je ne sais pas exactement ce qu'elle dit sur la sociologie, mais j'imagine que ça a à voir, c'est ce que vous me disiez aussi avant la projection, avec le fait que quand on est sociologue, on monte en généralité, et donc on sort un peu, même si en fait c'est ça notre matière, surtout les ethnographes, parce qu'en fait il y a plein de façons de faire de la socio, c'est pas la même chose de traiter de population avec des gros chiffres, et puis de faire de l'ethnographie et de créer des relations pendant plusieurs années avec des gens pour accéder à quelque chose de leur intimité. Mais c'est sûr qu'on sort un peu des singularités et à un moment donné, on essaie de repérer, alors peut-être pas des lois, mais en tout cas des choses qui sont un peu structurelles et
qui explique en partie pourquoi les gens se comportent ou pensent comme ils pensent ou comment ils se comportent. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que on peut avoir une position de surplomb, c'est-à-dire de toute façon par l'opération de l'enquête sociologique, mais un peu comme le fait d'avoir une caméra et de filmer les gens, ben, dans cette opération-là, on transforme les gens en objets d'une certaine façon, quand bien même on peut avoir des égards, et il y a plein de façons de transformer les gens en objets. On n'est pas obligé de les mépriser, de les maltraiter, de parler mal d'eux, de s'éloigner de leur vie, mais de fait, il y a une opération de pouvoir qui se met en place. C'est que d'abord on est là parce qu'on a envie d'être là, et elle est dans son film parce qu'elle a envie d'y être. Je suis pas sûre qu'on lui ait demandé de venir. Et puis on garde ce qu'on veut garder, enfin de même que son cadrage, son montage, ce qu'elle garde des entretiens. Et donc nous on fait la même chose. Et ça c'est une opération problématique, enfin et qu'on doit problématiser d'ailleurs. Hein. Ça va pas de soi en fait de faire ça. C'est-à-dire à la fois d'abord de reconnaître des gens comme objets, ça c'est dans un premier temps quelque chose qui peut être positif parce qu'il y a des populations entières, alors les femmes pendant très longtemps, mais plein d'autres gens, et puis ça reste le cas pour certaines populations qui ne peuvent même pas arriver au statut d'objet, c'est-à-dire qu'on les étudie pas, quoi. Leur vie en fait ne nous intéresse pas. Donc ça c'est aussi une autre forme de violence dans une société qui construit du savoir sur ces populations. En général, mais c'est vrai que le fait de transformer les gens justement, c'est pas des témoins, et je pense que on a ça en commun, même si elle ne le sait pas, mais c'est que elle fait pas juste, voilà, elle filme les gens, elle prend leur vie, puis elle les prend les uns à la suite des autres pour en tirer un peu des idéotypes, quoi. Elle reste vraiment dans des trajectoires singulières. Moi, j'essaie de le faire aussi à ma façon, et néanmoins, elle découpe le réel, enfin, parce qu'en fait, pour le rendre intelligible, pour que ça rentre en 50 minutes, pour qu'il y ait un propos, il y a un récit, il y a une construction, et ça, c'est... Et bien sûr, il y a plein de façons de le faire, et la sociologie est vraiment pas l'alpha et l'oméga de la compréhension du monde. Mais en fait, je trouve qu'il y a des proximités, quoi, justement. Et après, la différence, c'est qu'elle n'a pas une voix off, façon reportage de France Télévisions qui explique les choses, que fait un peu plus la socio en général, c'est-à-dire qu'elle propose une interprétation et donc du coup ça la rend un peu plus autoritaire a priori, puisqu'elle étale un savoir que la cinéaste en fait fait aussi, mais de façon plus, sur ce mode-là en tout cas, qui est plus réservé, qui laisse plus de place, je pense, à l'interprétation du public. Donc peut-être que c'est ça aussi qui lui... Et je comprends, c'est pas la même façon de faire. C'est vrai que de ce que j'ai entendu, de ce que Ali Diop peut dire, c'est qu'elle a aussi une conscience de la mise en scène et de la part de fiction qu'elle met en place quand elle filme des hommes qui ne sont pas forcément ceux qui parlent, enfin plein de petites choses comme ça. Et donc ça répond aussi un peu à vos interrogations sur ce qu'elle a pu dire. Est-ce que quelqu'une a une question? Ouais. Le micro est trop loin, mais il semble que... J'ai parlé de ce film parce que dans l'ouvrage Illustrix parle des adolescents aussi, des adolescents improvisés, notamment des personnes blanches. Ça fait ce rapport de sociologie. Donc, même si vous avez des biais, il y a quand même cette idée de représentation en élève, elle vient avec une représentation cinématographique littéraire, qui est quelque chose, par exemple, vous avez une santé vraiment dans votre terrain, une grosse différence, on peut les trouver, mais entre des adolescents et des adultes qui sont blancs et qui peuvent potentiellement se représenter dans des fictions. Par rapport à d'autres réseaux sociaux marginalisés, et en fait, après, il y a... observé ce rapport à la représentation à l'imaginaire. Ouais, alors c'est vrai que donc moi je leur ai posé des questions sur leur consommation culturelle, enfin voilà.
un peu, mais c'est vrai que c'était pas ça. Moi j'étais plus sur les pratiques de l'amour, de la rencontre, de la relation, donc j'étais moins là-dessus. Il y a d'autres gens qui travaillent plus là-dessus. Mais c'est clair que ça a un effet en fait. Alors on le sait particulièrement pour, par exemple, pour les hommes gays ou les femmes lesbiennes, pour lesquelles il n'y a pas de représentation, il y a pas, pendant très longtemps il n'y avait pas, puisque c'était vraiment c'était en soi obscène, pornographique, y compris si ça se passait rien. Et donc ça a des effets sur les subjectivités des gens. L'irreprésentation, ça a un effet. Et d'ailleurs, d'une manière générale, la sexualité, en fait, en dehors de la pornographie, la sexualité explicite, c'est une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, en fait, quand on est jeune, c'est que, voilà, en fait, il y a finalement assez peu de discours, même s'il y a beaucoup de discours répressifs ou de santé, mais il y a assez peu sur la pratique sexuelle en tant que telle. Donc de toute façon, ça concerne un peu tous les jeunes, pour le coup. Mais c'est vrai qu'après il y a des écarts forts et je pense que ça a des effets très forts. Mais c'est vrai que, alors si par exemple je me souviens pour montrer à l'inverse ce que ça produit en fait quand on voit, je me souviens d'une fille, parce que ça c'est un autre truc des adultes, de toujours craindre l'influence, la très mauvaise influence de la pornographie. Alors c'est sûr, dans la pornographie, il n'y a pas que des trucs formidables, c'est sûr, mais ce que ça fait aux jeunes, et forcément. Et ce qui était intéressant, c'est de voir la façon dont les gens regardent en fait les images, les usages qu'ils en font. Et donc il y avait une fille de mon premier terrain, que j'ai appelée Pili, qui était une jeune fille noire dont les parents venaient du Congo, et qui me raconte qu'elle est tombée sur un film, elle est tombée, parce que bien sûr, il y a toujours un peu de honte associée à ça, sur un film sur internet, et elle me raconte, donc c'était un film porno avec un scénario assez basique de film porno, et en fait elle me raconte l'acte sexuel, donc c'était deux hommes, ça s'appelait Eben, quelque chose comme ça. Donc c'était un homme et une femme qui étaient noirs, avec lesquels elle avait une forte identification. Et du coup, elle était totalement identifiée. Elle me dit, voilà, ça s'est passé sur la table, il lui a pris la main. Et donc elle sentimentalisait le moindre geste sentimental. Elle avait, et c'était ça sa lecture. Elle me disait, moi je voudrais que ça se passe comme ça, tu vois, parce qu'il lui fait ça, puis après il la prend comme ça, et on voit. Et tu vois ce moment où il lui prend la main. Enfin voilà, elle s'accrochait à ce truc-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres. Enfin, c'était pas forcément violent, quoi, hein, mais je pense que c'était pas hyper sentimentalisé. Et donc là, c'était fort de voir à quel point la possibilité de la représentation et de la projection en fait dans quelque chose qui en effet est très peu représenté en dehors du cinéma pornographique et puis auquel elle n'avait pas accès de toute façon par ailleurs, je veux dire le cinéma en général. C'était très fort en fait parce que ça lui permettait d'avoir une visualisation en fait de ce qu'il attendait, qu'elle désirait vachement et en même temps qu'elle craignait. De toute façon, il vaut mieux avoir une ou deux questions parce qu'on va pas sortir tout de suite. On n'est pas obligé, hein. Oui, alors pour ce qui est du domestique, rien que ça déjà, parce que c'est en soi un monde. Alors ce qui caractérise les ados par rapport aux adultes, c'est qu'ils ne sont pas cohabitants, sauf en milieu rural, j'ai observé quelques cas d'installation, parce qu'en fait les couples ne sont pas... c'est des jeunes qui sont moins souvent scolarisés, dont les rencontres sont moins organisées par l'école, et plutôt par l'espace géographique autour, voilà. Et donc il y a souvent des écarts d'âge plus grands, avec des garçons un peu plus vieux qui éventuellement ont du boulot, et le logement est beaucoup moins cher, et par ailleurs ils ne sont pas discriminés par la majorité, c'est des blancs, donc tout ça fait que il était possible pour certains d'entre eux d'emménager ensemble. Et donc là, je pouvais observer
la prise de poste, d'une certaine façon, immédiate, des filles dans le domestique. Et le fait qu'elles étaient, en fait, que les filles devenaient des mégères, en fait, qu'elles étaient à la fois attendues dans le rôle de canaliser les garçons, leur rapport à l'excès d'alcool, dans leur relation avec les autres garçons, de drogue, leur rapport aux voitures, enfin bon, plein de choses. Et en même temps, ça leur était reproché parce que du coup, elles empêchaient tout, elles ramenaient tout au couple, au cadre conjugal, voilà. Et cette tension-là, par exemple, qui est un truc un peu quand même, était très, très forte. Et le domestique jouait un rôle important. Alors, il pouvait y avoir des garçons qui participaient à des choses, mais de fait, il y avait très vite, et en plus, comme c'était eux en général qui avaient de l'argent, enfin de l'argent, il n'y en avait pas forcément beaucoup, mais qui avaient un salaire, tout de suite, ça mettait en place des trucs hyper classiques de dépendance matérielle, et donc d'enfermement domestique, enfin l'enfermement, pas forcément enfermement, mais en tout cas de mise en place de ça qui leur était reproché, etc. Donc ça, par exemple, mais voilà. C'est le seul terrain où il y avait... il y a aussi, ça nourrit du fantasme, hein, le fait de, pour certaines filles, en particulier des filles de classe populaire, le fait de l'installation et de pouvoir, la perspective d'avoir un enfant, ça, les filles, il n'y a que les filles qui parlent d'enfants, de perspective d'enfants, enfin quasiment que les filles, et en particulier dans les classes populaires où la maternité donne un statut social hyper valorisé. Alors ça donne un statut social valorisé dans toutes les classes sociales, sauf que quand on n'est pas bien sûr qu'on va avoir un boulot très valorisant, voire on est plutôt sûr de l'inverse, la maternité, ça reste vraiment quand même le Graal, quoi, enfin le truc. Et donc la projection dans l'enfant, c'est très important, et c'est posséder quelqu'un, enfin c'est plein de choses en fait. Et du coup, la projection dans du domestique, dans le fait d'être avec quelqu'un, ça peut être positivé aussi, enfin, tant que ça reste... Alors c'est rarement abstrait, parce que c'est des filles qui faisaient du travail domestique dans la famille déjà, mais voilà, ça faisait aussi partie d'idéalisation de ce que c'était qu'un couple. Voilà, donc ça c'est compliqué aussi, hein, parce que c'était pas vécu que sur le mode de l'oppression ou de l'oppression. Moi, ça me demande quelque chose sur l'éducation, sur l'éducation justement à la sexualité et voilà, à l'amour, etc. Genre, je sais qu'il y a, j'ai dans mon entourage des copines qui travaillent au planning familial, notamment au Saint-Denis, et qu'en fait ils font un énorme travail donc avec voilà, les jeunes dès le collège. Et du coup, en fait, genre, là, ce n'est pas vraiment le cas dans les films, mais dans votre terrain, comme vous avez parlé justement sur la sortie de l'adolescence, est-ce que c'était déjà les cas dans les années 2000, voilà, et bien il y a une évolution dans ce sens-là pour permettre justement de substituer des représentations manquantes à une vraie pédagogie pour le coup, parce que sinon on fait tout seul. Voilà. Oui, c'était juste en lien avec ce que vous disiez avant sur l'idéalisation du couple et de l'installation. Et je voulais savoir si vous avez retrouvé dans plusieurs de vos terrains des expériences déceptives de ces installations et ça. Dans le film, c'est on va pas tellement au-delà de la phase idéale du couple. Et alors, en milieu rural, je crois que vous le dites, mais je me demandais pour vos autres terrains si le couple était une expérience de compétence. Alors pour ce qui est de l'éducation à la sexualité, en fait c'est un problème majeur de politique publique en France, c'est qu'il y a une obligation à l'éducation à la vie sexuelle qui est dans la loi et qui est quasiment pas appliquée. Et c'est pas mieux maintenant en fait qu'il y a 10 ans, c'est juste que là dans le cas que vous connaissez, voilà, il y a un planning familial, enfin voilà, qui intervient et qui a la possibilité de le faire. Et en fait c'est complètement hétérogène, quoi. Ça dépend des lieux, des établissements, des assos qui sont là pour faire le boulot ou pas. Elles le font pas toutes exactement selon les mêmes options, parce que c'est pas que le planning familial qui fait ça, ça peut être d'autres associations pas du tout féministes par exemple. Et donc la question de l'éducation à la sexualité, à la vie sexuelle, affective dans l'enseignement secondaire, c'est en France un vrai problème, quoi. Enfin, j'ai plus en tête
il faudrait, parce qu'on les a, hein, mais les chiffres, et en fait la majorité des jeunes sortent du secondaire en ayant eu parfois 2 heures sur toute leur scolarité d'éducation à la sexualité, voire rien du tout. Alors voilà, avec des exceptions, mais même les exceptions, c'est jamais des volumes horaires monstrueux hein, quand même. Donc ça, c'est pas rien et c'est mieux que rien. Mais c'est plutôt ce qui est plutôt observé, c'est l'absence en fait, le très grand manque de discours là-dessus, sachant que par ailleurs, ça crispe les adultes. Donc pour porter ces choses-là dans un établissement, il faut aussi, c'est aussi du volontarisme en fait assez fort, quand bien même c'est inscrit dans la loi, hein, mais il n'y a pas d'obligation, il y a une obligation légale, mais qui n'est pas contrôlée, donc elle n'est pas contrôlée. Le contrôle n'est pas l'alpha et l'oméga de la mise en œuvre des choses, mais comme en plus ça crée de la tension dans certains lieux, avec les profs, avec les infirmières, avec les parents, etc., c'est assez peu mis en œuvre. Après, il y a des volontés individuelles, des gens ou des établissements hein, qui font différemment. Mais... Donc voilà, c'est une réponse un peu comme ça. Alors, oui, est-ce que c'est déceptif? Donc, enfin, est-ce qu'il y a des... Bien sûr, alors plein. Et moi, la chose qui m'avait frappée après mes 2 terrains dans les classes populaires, c'était l'ennui. Le fait que, alors en particulier sur mon premier terrain, l'ennui c'est vraiment une expérience sociale centrale. C'est-à-dire que, et ça se voit vachement bien dans le film, je trouve, enfin en tout cas au début, ils disent pas qu'ils s'ennuient, hein, mais enfin on voit quand même que ça passe lentement le temps. Et donc ça c'était une opportunité pour l'enquête, je dois le dire, parce que du coup je faisais un peu de diversion. Mais voilà, l'ennui, le temps long, l'absence d'activité, et puis le temps long, c'est pas seulement l'absence d'activité dans le présent, c'est la perspective pas bien claire qui est devant soi, voilà, tout ça. Et donc l'amour pouvait être anticipé, c'était pas la seule chose qu'on y voyait, mais comme un remède à l'ennui, quoi. Enfin, un lieu d'intensité éventuellement, où en tout cas il se passe des trucs, il se passe des choses inédites, on apprend des choses, bon. Et puis, et en milieu rural de façon un peu comparable, et donc j'avais repéré ça, et donc j'identifiais ça comme un... il y a ce truc d'abord que quand les jeunes arrivent dans la relation amoureuse hétérosexuelle, donc il y a une attente normative très forte, il faut désirer l'autre sexe, il faut être en couple, il faut se montrer en couple, etc., etc. Et donc il faut faire des trucs avec l'autre. Or, toute la socialisation antérieure est plutôt basée sur la séparation. On n'a pas les mêmes goûts, on fait surtout pas les mêmes trucs. Alors, en plus, pour les garçons, un garçon c'est quoi? C'est tout sauf une fille. Donc les trucs de filles, c'est un peu nul. Les filles aussi, ils disent que les trucs de garçons, c'est un peu nul. Ils ont pas, ça c'est des choses qui ont été repérées aussi dans des enquêtes. Donc les filles et les garçons, très souvent dans l'enfance, sont vraiment dans des mondes séparés de sociabilité et ils ne créent pas du lien de la même façon. Les amitiés masculines sont beaucoup orientées par la pratique. On fait du sport, on fait des jeux vidéo et c'est de ça qu'on parle. Alors que les relations entre filles sont beaucoup plus, là je parle en général, hein, il y a des exceptions et tout, mais sont beaucoup plus fondées sur le partage d'intimité. Être dans une relation amicale avec une fille, c'est parler de soi. Donc on arrive dans la relation amoureuse avec ces équipages-là, donc des goûts très différents et surtout qui doivent être différents parce que le garçon qui a envie de parler de son intimité, ils le disent bien hein, d'ailleurs, là on le voyait fortement dans le film, ah non mais moi je ne parle jamais de ça, et puis en plus ça veut dire parler de, ça m'a frappé, il disait non mais je vais pas parler de mes problèmes d'amour, donc parler c'est parce qu'il y a un problème, enfin c'est identifié comme de la crise, comme, alors il y a déjà assez de problèmes, voilà, et par ailleurs c'est se mettre à nu en fait, et ça c'est très différent en fait dans les groupes entre les garçons et entre les filles, et donc quand ils arrivent dans la relation amoureuse, alors déjà, il faut se plaire, il faut se parler, et ça c'est plus ou moins facile, et puis il faut se toucher, et puis il faut se dénuder, enfin il y a quand même un paquet de trucs à faire qui vont pas du tout de soi, donc les déceptions ça va aussi avec ça,
c'est-à-dire la difficulté en fait et en plus la façon de se rencontrer elle-même est très codifiée. Le garçon doit faire le premier pas, la fille doit dire oui mais pas tout de suite. Bon, il y a quand même tout un truc qui est à la fois hyper codifié et écrit nulle part, donc ce qui permet quand même un maximum d'erreurs et de rappel à l'ordre. Et donc voilà, donc ça c'est déjà en soi pas que simple. Et puis alors après, une fois qu'on est dans la relation, souvent on s'ennuie. Et alors je me disais voilà, les classes populaires, c'est aussi lié au fait que voilà, il y a il y a moins de consommation culturelle aussi, moins de mobilité, moins d'argent. Et puis il y a ce truc tout le temps que la vraie vie va commencer plus tard, en fait, que ça va arriver avec l'indépendance économique, voilà, et que la vraie vie, elle est dans les centres-villes, chez les gens qui ont de l'argent. Donc il y a aussi une dévaluation du présent qui fait que on s'ennuie. Et puis quand j'ai fait mon terrain dans la bourgeoisie, je me suis rendu compte que même s'il n'y avait pas tout ça, on s'ennuyait ferme aussi. Alors pas systématiquement, mais que en fait les récits de parce que donc sur mon dernier terrain, une grande partie de la vie amoureuse et de la sexualité se passe au domicile des parents, ce qui n'est pas le cas par exemple dans les cités, mais ce qui est le cas aussi dans les classes populaires rurales. Et en fait, le monde est beaucoup resserré sur la chambre, parce que on est un peu avec les parents, on dîne un peu avec eux, tout ça, mais enfin, on se rapatrie dans la chambre. Et là, le monde devient petit, donc il y a le téléphone, les séries. Et donc du coup, il y a quelque chose, une partie aussi qui a à voir en fait avec ce qui se passe ailleurs, n'a pas à voir qu'avec la contrainte matérielle, voilà, mais à voir avec le fait qu'il faut se parler, il faut avoir des trucs à se dire, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment je lui prends la main, à quel moment je fais ça, puis en fait elle préfère parler avec ses copines, ou enfin voilà, donc ça a des effets, voilà, il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas complètement vous déprimer, mais enfin vous savez déjà un peu. Je ne sais pas si vous souhaitez continuer à répondre à des questions, continuer la discussion à la bête. Elle est près d'une fenêtre ouverte.